Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver au sommaire ce dimanche. Un ex-agent double russe empoisonné dans une bourgade anglaise, un poison conçu en Union soviétique et des conséquences diplomatiques fâcheuses. La guerre froide est-elle relancée dans un contexte de présidentielle en Russie? Vladimir Poutine devrait l'emporter aujourd'hui. Que fera-t-il de ces 6 nouvelles années au pouvoir? Le président chinois peut désormais être président à vie. Est-ce bien l'intention de Xi Jinping dont la pensée fait aussi son entrée dans la Constitution? Que fera-t-il de ce pouvoir illimité? Le pays signe-t-il un retour en arrière vers un régime dictatorial à la Mao Tse-tung? Comment la Chine en est arrivée là? La contestation contre l'insécurité et l'immigration clandestine s'installe dans la durée à Mayotte. Ce département français de l'océan Indien est-il délaissé par l'État? Si les Mahorais se prononçaient aujourd'hui, choisiraient-ils toujours la France? L'arrivée incontrôlée de Comoriens va-t-elle obliger Paris à réfléchir au droit du sol? Voilà pour les thèmes. Pour commenter, décrypter, analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur de publication du site d'information atlantico.fr. Auparavant, journaliste pour les chaînes de télévision françaises LCI et TF1. Tania Rachmanova, vous êtes documentariste. En 2012, vous sortiez Au cœur du pouvoir russe, enquête sur l'Empire Poutine aux éditions La Découverte, livre toujours d'actualité. Auteur de nombreux documentaires télévisés, récemment la web-série Rounette au cœur de l'Internet russe, diffusée par Arte. Et puis Pierre Aski, cofondateur du site d'information français Rue 89, chroniqueur de politique internationale à l'hebdomadaire L'Obs, président de Reporters sans frontières, une longue carrière de journaliste. Vous avez notamment été correspondant en Chine. Vous signez ce livre, Les années 50 et si la guerre froide recommençait, à paraître dans 3 semaines aux éditions La Martinière. Et puis nous retrouverons également tout à l'heure Hakim Ali Saïd, journaliste à Mayotte la première depuis Mamoudzou. Merci à vous trois d'être ici en plateau pour commenter l'actualité de cette semaine. Si vous, depuis chez vous, vous avez des questions, vous voulez nous les poser, vous le faites sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque ou alors sur notre page Facebook. On commence donc cette émission avec le roman d'espionnage de la semaine. C'est l'histoire d'un ex-agent double, Sergei Skripal, et de sa fille Yulia, empoisonnée dans une bourgade anglaise il y a 15 jours. Empoisonné par un agent innervant, le Novichok, mis au point par l'Union soviétique. Le Royaume-Uni impute cette double tentative d'assassinat à la Russie. Alors depuis, entre Londres et Moscou, le ton monte. Un prêté pour un rendu, dans une ambiance digne de la guerre froide. C'est le visage grave que l'ambassadeur britannique s'est présenté au ministère des Affaires étrangères russe. La convocation n'avait rien d'une rencontre amicale. Il lui a été stipulé l'expulsion prochaine de 23 diplomates britanniques et la cessation des activités du British Council en Russie. Au sortir de son entretien, pas question de perdre la face, ni le flegme britannique. Nous avons donné à la Russie l'opportunité d'expliquer l'usage des produits utilisés à Salisbury et nous avons demandé à la Russie de déclarer ce matériel à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Il y a 3 jours, Londres avait annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux avec la Russie. C'est désormais sanction contre sanction, accusation britannique contre riposte russe. Theresa May n'en démord pas, la Russie est selon elle derrière la tentative d'assassinat par empoisonnement de Sergei Skripal, un agent double russe, et de sa fille, le 4 mars au Royaume-Uni. Le Kremlin dénonce une campagne anti-russe et annonce l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat dans l'affaire Skripal et une procédure pour meurtre après la mort suspecte lundi de Nikolai Glouchkov, un autre exilé russe à Londres. Et cela plaît beaucoup à la population russe. C'est logique ces mesures de rétorsion. Nous devons être respectés de notre côté également. À quelques heures du début de la présidentielle russe, Vladimir Poutine se montre inflexible, tout en s'appliquant à victimiser la Russie contre le reste du monde. Une image bipolaire, presque d'un autre temps. Presque d'un autre temps. Je me tourne tout de suite vers vous, Pierre, puisque, comme je le disais tout à l'heure, vous écrivez un bouquin sur un possible début de guerre froide. On y est, un parfum de guerre froide au XXIe siècle? Alors, le mot parfum, je pense, est justifié parce que, d'abord, l'histoire ne se répète pas de la même manière, mais si on reprend l'histoire des dernières décennies, finalement, on a eu une période qu'on a appelée l'après-guerre froide. Et aujourd'hui,
on ne sait pas comment qualifier cette nouvelle période dans laquelle nous sommes entrés, qui est différente de l'après-guerre froide. L'après-guerre froide, c'est une période dans laquelle il y avait une seule superpuissance, les États-Unis, qui étaient dominants. Aujourd'hui, on a l'émergence de la Chine, on en parlera tout à l'heure. On a le retour de la Russie qui, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine, c'est l'anniversaire de l'annexion de la Crimée, et Vladimir Poutine en use et en abuse pour se faire réélire aujourd'hui. On est dans ce climat où on pourrait dire que c'est un monde post-occidental, c'est-à-dire que la domination occidentale de l'après-guerre et surtout de l'après-guerre froide est aujourd'hui contestée de manière virulente, presque violente, même si on est dans la guerre froide, donc pas dans la guerre chaude. Mais en tout cas, il y a une situation dans laquelle, effectivement, des puissances émergentes ou réémergentes comme la Russie sont en train de mettre à mal le rôle dominant qu'ont eu les Occidentaux pendant toute cette période. Et elles le font avec succès en se basant sur un concept ancien et très connu, celui des hommes forts, le nationalisme et l'audace de prendre des risques en sachant qu'en face, on ne répondra pas. Et la période des hommes forts, on est en plein dedans. Je me tourne vers vous, Tania. Vous êtes russe, vous êtes installée à Londres en ce moment. Comment est perçue toute cette affaire là-bas, au Royaume-Uni? Bien sûr, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup... Moi, je dirais, les Anglais, la flegme de l'ambassadeur, c'est peut-être il y a un peu de flegme en Angleterre tout court, parce que c'est pas que j'arrive au bureau, et mes collègues ne parlent que de ça. En plus, pour eux, c'est un peu l'histoire se répète, parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait le cas de Litvinenko qui a été déjà empoisonné en Angleterre. Il faut dire que pour Theresa May, ça tombe à point nommé, parce qu'il avait beaucoup de problèmes avec Brexit. Ça, c'est assez étonnant. On a du mal à l'imaginer en France, mais vous savez, j'allume le matin la radio, le fameux Radio Faux, et c'est que Brexit. Il n'y a pas un jour qu'il ne parle pas de Brexit. C'est ce que vous dites là est intéressant, parce que c'est l'argument du Kremlin aussi, de dire Londres, on fait peut-être un peu des tonnes parce qu'il faut faire oublier le Brexit. Non, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense que c'est plutôt lié à la question de ce qu'on peut appeler le retour de la guerre froide, ou je ne sais pas, peut-être les chercheurs vont l'appeler autrement, mais la confrontation entre l'Occident et la Russie, et les Russes le jouent beaucoup. Par exemple, même dans ce reportage, on dit que c'est la Russie qui a empoisonné la Russie. Je pense qu'il y a des fortes chance que ce sont des Russes qui ont empoisonné ce Skripal, mais que c'est la Russie qui l'a fait, c'est peut-être un peu tôt de le dire. Mais on rentre facilement dans on va continuer à en parler. On va regarder cette une de la revue politique britannique New Statesman, Poutine, maître de l'espionnage. On y voit Vladimir Poutine fusil en joue, visant le Royaume-Uni, des airs de nouvelle guerre froide, mais une guerre froide 2.0 qui pourrait se réchauffer, autrement dit dégénérer. Vous y croyez, Jean-Sébastien ? Je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Je crois que ce que disait Pierre Aski est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en l'état, on voit un Vladimir Poutine qui mise sur le fait que l'Occident ne répond pas ou répond peu. Ce qui n'est qu'à moitié vrai, parce que finalement, sur l'Ukraine, Vladimir Poutine n'avait pas mesuré. On a laissé passer la Crimée, mais on n'a pas laissé passer totalement l'Ukraine. Donc la frontière, elle est mouvante. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement par rapport à la période de guerre froide. Je comprends l'idée de parfum de guerre froide, effectivement, mais à l'époque, il y avait la confrontation entre deux prétentions à l'universalité, c'est-à-dire qu'il y avait les démocraties libérales d'un côté et puis il y avait le communisme de l'autre, qui était une prétention, un modèle qui avait vocation à s'imposer sur toute la planète. Là, il y a toujours les démocraties libérales qui croient de moins en moins en leur propre force, en leur propre destin. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne sont plus dans une prétention à l'universalité, ils sont juste dans leur prétention à réaffirmer leur force nationale, même s'ils ont un modèle alternatif. Parce qu'effectivement, Vladimir Poutine, l'Occident, vous ne savez plus qui vous êtes, vous n'êtes pas capable d'assumer que vous êtes blanc, que les Européens, ils sont plutôt de civilisation chrétienne et qui n'ont pas vocation à se transformer ou se mélanger ou s'intégrer avec des peuples d'autres origines, mais ils ne cherchent pas, j'ai l'impression, à exporter ce modèle-là à tout prix. Ils cherchent à rétablir, il y a une volonté de revanche historique très forte, à rétablir peut-être l'Empire soviétique. Donc il y a clairement des endroits où ça pourrait déraper, peut-être les États baltes, l'Ukraine, ou des choses qui sont dans le pourtour de l'Empire soviétique. J'ai pas l'impression que Vladimir Poutine se donne comme objectif de renverser le régime au Brésil ou en Argentine. Il y a effectivement, il n'y a pas le modèle alternatif qu'il pouvait y avoir à l'époque du communisme avec tout son système de valeurs et un monde complètement parallèle.
il y a un modèle alternatif de système politique. Mais il y a un modèle alternatif, je disais, sur la volonté de l'exporter. Qui est celui de la démocratie illibérale, c'est-à-dire le contraire de la démocratie libérale, qui est incarnée par ces hommes forts que sont Poutine, Erdogan en Turquie, Orban en Hongrie. Xi Jinping, c'est un peu un autre... c'est un modèle hybride dans la mesure où il est aussi l'héritier du communisme. Mais il y a là, aujourd'hui, une vraie opposition modèle contre modèle entre ces démocraties libérales que nous incarnons ici et qui sont mal en point, parce que je suis d'accord avec ça, je disais simplement il y a moins l'intention peut-être de projeter ce modèle-là sur toute la planète. Ils considèrent qu'ils ont un champ stratégique d'intérêt qui est chez eux et où ils veulent appliquer ce modèle-là, mais même sur la Turquie, je ne pense pas que Vladimir Poutine veuille que Erdogan aille dans un sens ou dans un autre. Il lui laisse la Turquie, il s'en fiche. Tania, peut-être. Déjà, quand Churchill a dit la guerre froide, c'était pas l'idéologie. Il parlait pas d'idéologie, il parlait plutôt de géopolitique. Et là, je suis d'accord que la guerre froide, peut-être on l'appelle autrement, mais la politique de Poutine, c'est quand même aussi l'expansionnisme, pas idéologique, parce qu'il n'y a aucune idéologie, sauf on est très fort. C'est peut-être pas, ça suffit pas pour une idéologie. Mais petit à petit, vous avez absolument raison que d'abord, c'est l'ex-Union soviétique et ce qu'on appelait à l'époque les satellites, mais pas que. Par exemple, quand même, l'alliance, bon, il y a eu des problèmes, mais maintenant, c'est de nouveau la grande alliance avec la Turquie. C'est le jeu géopolitique en quelque sorte contre les démocraties. Donc il y a ce côté, on ne peut pas l'appeler mais en complètement. Syrie, c'est aussi quasiment une question intérieure russe. L'attitude de Vladimir Poutine face à l'islam politique et face aux musulmans est aussi pour partie une question intérieure russe. Ouais, la Syrie, la question Syrie est la question intérieure russe. Pas la Syrie, l'attitude que ça n'intéresse personne. Ouais, il a absolument la carte blanche en Syrie puisque ça intéresse personne. Pour revenir à ce contexte général de relations géopolitiques, est-ce que là maintenant, par rapport à la Russie telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'il faut recommencer à parler réellement avec elle? Autrement dit, est-ce que par exemple, il faudrait aller plus vers une diplomatie de la paix, la réintégrer dans le G8 qui était devenu le G7 par exemple? Le problème, c'est que on a aujourd'hui un monde dans lequel personne n'est capable aujourd'hui d'avoir une force de proposition de cet ordre. Pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table et peut-être remettre la gouvernance mondiale sur les rails, il faudrait qu'il y ait cette capacité d'initiative. Or, on a un Donald Trump à Washington qui est censé être le chef du monde libre, comme on disait à l'époque de la guerre froide, qui est aujourd'hui totalement dysfonctionnel dans la mesure où il sape les intérêts de ses alliés, notamment sur le terrain économique, qu'il est lui-même un populiste doublé d'un nationaliste et d'un protectionniste économique. C'est quand même... voilà, il n'assume pas cette fonction-là. Et alors que je pense qu'on a raté la sortie de la guerre froide, on a raté la réintégration de la Russie dans le concert des nations. On est en train de rater aujourd'hui la relation avec la Chine, l'autre grande superpuissance du XXIe siècle. Il y a besoin effectivement de trouver un terrain d'entente pour éviter qu'on aille vers une escalade. Moi, je ne crois pas à la possibilité de guerre chaude, mais d'affrontement comme on le voit en ce moment, de fin de cette période à la fois de collaboration économique. La grande différence avec la guerre froide aussi, c'est qu'il n'y avait pas de rapport économique à l'époque entre les deux blocs. Les intérêts occidentaux en Union soviétique étaient nuls. Aujourd'hui, il y a des investissements, y compris pour les Britanniques, c'est un gros problème d'ailleurs, dans le pétrole ou le gaz, qui sont absolument géants. Total vient d'ouvrir un projet sur la Baltique qui est absolument colossal. Donc on est dans ces échanges qui changent la donne dans les relations, et pourtant on a ce parfum de guerre froide. D'un mot, Jean-Sébastien, on va passer à la présidentielle ensuite, puisque c'est l'actualité du jour en Russie aussi. Je ne crois pas non plus qu'il y ait des risques démesurés en l'état de dérapage vers une guerre chaude, mais je pense aussi qu'on peut être dans une situation qui s'approche peut-être celle du début du XXe siècle aussi, avant 1914. Enfin, l'assassinat de l'archiduc, personne n'imaginait que ça allait amener l'histoire européenne qu'on a connue ensuite. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, comme Vladimir Poutine considère que les Occidentaux sont un ventre mou et qu'ils seront un peu enclins à accepter tout et n'importe quoi, il pourrait
je ne sais pas jusqu'où lui est prêt à aller, mais sur les états-bas, vous savez, il y a cette série aussi qui s'appelle Occupied, qui montrait justement un scénario d'occupation de la Norvège par Vladimir Poutine pour des raisons énergétiques. On n'en est pas là du tout, mais sur un dossier de cet ordre-là ou sur la Syrie, on ne peut pas imaginer il n'est pas totalement exclu que quelque chose, justement, un dérapage dont on n'imaginerait pas le potentiel au départ, amène à quelque chose de cet ordre-là, parce que de part et d'autre, on mesure mal qui est l'adversaire et qu'on le comprend mal. Alors tout ça se passe dans un contexte de présidentiel en Russie. Les Russes votent aujourd'hui, ils vont reconduire, normalement il y a assez peu de suspense, Vladimir Poutine à la tête du pays pour 4 ans. Suspense si faible d'ailleurs que 6 ans, pardon, absolument. 4e mandat, 6 ans. Le suspense est d'ailleurs tellement petit que même Vladimir Poutine a assuré le service minimum pour sa campagne. Pas de participation à un débat télévisé contre ses rivaux. Tout juste 2 meetings, l'un mercredi à Sébastopol en Crimée et l'autre il y a 2 semaines à Moscou. Ambiance. Vladimir Vladimirovich Poutine. Nous avons des objectifs clairs, évidents et nobles. Nous voulons rendre notre pays radieux, tourné vers le futur, parce que nos ancêtres ont vécu ici, nous vivons ici, nos enfants et nos petits-enfants vivront ici. Nous devons faire notre possible pour les rendre heureux. Nous le ferons, d'accord ? Personne d'autre ne le fera pour nous. Mais si nous le faisons, les décennies à venir, le 21e siècle, seront marquées par nos victoires éclatantes. Nous le ferons, d'accord ? Alors, la seule inconnue, c'est le taux de participation, incitation à aller voter jusque sur les tickets de supermarché. L'objectif, c'est 70-70, 70% de voix pour Vladimir Poutine, 70% de taux de participation. Est-ce qu'il va y aller ? Il va y arriver ? Est-ce qu'il aura cette légitimité-là ? Pour l'objectif, je ne sais pas. Moi, je pense que la seule chose qu'on sait, qu'il veut absolument que ce soit le taux de participation et surtout le vote pour lui ne sera pas moins que les élections précédentes, parce que ça va être un grand désaveu. Donc, il faut qu'ils arrivent au moins à ce que c'était la dernière fois, plus peut-être 1%, enfin mieux plus, mais au moins 1%, sinon on aura tous les gouverneurs de toutes les régions qui vont partir, parce que ça c'est très rapide. Sinon, là, en regardant ce sujet, vous savez, il y a cette belle phrase en russe qu'on dit qu'en Russie aujourd'hui, c'est la guerre entre la télé et le frigo. Voilà, la télé, il gagne, mais dans le frigo, pas tant que ça. C'est-à-dire beaucoup de communication et peu d'effets concrets. La vie réelle est très différente de ce qu'on nous montre à la télé. Voilà. Et puis la question qu'on se pose là aussi, c'est que voilà, il est au pouvoir depuis 2000. Normalement, il est reparti pour 6 ans. Mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 6 années ? S'occuper plus d'intérieur, d'économie ? On sait qu'il y a des soucis économiques en Russie. Ah non, c'est pas, la question ne se pose pas comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire s'il n'est pas élu ? Parce que s'il n'est pas élu... ça, il y a peu de chance quand même. Oui, mais donc il doit s'accrocher au pouvoir parce que, si vous voulez, s'il perd les élections, je pense qu'il y a un vrai risque pour sa vie, par exemple. Parce que dans ce système un peu, pas très démocratique, pas du tout, donc il n'y a pas... Poutine peut être que le président. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Et donc, du coup, il s'accroche au pouvoir. Est-ce qu'il a un projet pour la Russie ? Moi, je ne pense pas. S'il avait un projet, il a eu 18 ans pour le mettre pour travailler là-dessus. S'il n'a rien fait, je ne vois pas pourquoi, au bout de 18 ans, tout d'un coup, il décide de faire quelque chose pour le pays. C'est ça, ça fait peur. Et la question que les gens se posent maintenant, c'est ils en sont déjà à l'après-Poutine. Et donc, quel successeur va-t-il se choisir pendant cette période, dont le principal mandat sera effectivement de s'occuper de l'économie pendant que lui s'occupera des affaires du monde. Et c'est un petit peu ça, le mystère de Moscou aujourd'hui, c'est pas seulement de savoir s'il va gagner les élections. Il y a une rumeur, et on va terminer là-dessus, une rumeur qui dit que justement, face à ce nouveau mandat qui risque d'être un peu plus compliqué que les autres quand même, il pourrait quitter le pouvoir avant la fin de son terme. C'est une rumeur à Moscou, c'est crédible ou pas ?
C'est plutôt l'espoir à Moscou. Crédible, je ne pense pas. Il faut qu'il trouve quelqu'un comme Medvedev qui va être suffisamment docile, suffisamment obéissant, qui va respecter tous les accords. Cette personne, il la cherche. Ce qui, lui, il n'a pas fait. Qui donc, va protéger les intérêts du lui, clan. il n'a pas fait à l'époque. Et cette personne, il la cherche à l'heure actuelle? Non, je pense que pas encore. Je pense que là, il est encore... il pense qu'il va rester au pouvoir. Ça, c'est sûr. Après, au bout de 6 ans, peut-être il va partir avant, mais ce qu'on veut. Non, pour l'instant, il va rester. Par contre, ce qui fait peur, qu'il n'a pas de programme, tout ce qu'il a voulu, il a pu faire, il a déjà fait. Et donc Vladimir Poutine, vraisemblablement à la tête de la Russie jusqu'en 2024. 2024, c'est pas mal, mais c'est nettement moins bien que ce que pourra désormais se permettre son homologue chinois. Xi Jinping peut désormais devenir président à vie s'il en a envie. Rien ne l'empêche plus, après ce vote pour abolir la limite à 2 mandats présidentiels. C'était dimanche dernier à l'Assemblée nationale populaire. C'est intéressant avec les images qu'on a vues tout à l'heure de Russie. Pierre, on peut parler de séisme politique en Chine? Non. On peut parler de logique. C'est que on a sous-estimé Xi Jinping. Et en fait, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la suite logique de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à la tête de l'État et du parti en 2012. Vous savez, au début, il y avait une blague à Pékin parce que au lieu d'avoir une direction collégiale comme il y avait dans les 2 présidents précédents, Jiang Zemin et Hu Jintao, tout a été concentré autour de Xi Jinping. Et on disait qu'il était le président de tout. C'est-à-dire qu'il créait des comités qu'il présidait sur l'économie, sur la sécurité, sur la défense, sur les affaires internationales. Et donc tout ce pouvoir personnel, le culte de la personnalité, il l'a mis en place depuis 2012. Simplement, on n'a pas voulu le voir. Et tout d'un coup, tout le monde a eu un choc en disant « mais c'est incroyable, la Chine est entre les mains d'un seul homme ». Mais la Chine est entre les mains d'un seul homme depuis 2012. Pourtant, dans ce que je pouvais lire cette semaine, on dit aussi qu'il y a eu un malaise auprès des Chinois, auprès de la population chinoise. C'est vrai ou pas? Alors moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a un malaise au sein de l'élite chinoise. Je pense qu'il y a chez les intellectuels, chez les gens aisés en Chine, un véritable malaise parce qu'ils n'ont pas envie de revivre ce que la Chine a connu par le passé, c'est-à-dire les risques du pouvoir personnel. En revanche, dans la population, je pense qu'il n'y a pas véritablement de contestation parce que le pouvoir de Xi Jinping, et c'est un mystère qu'il faut éclaircir sur la Chine comme sur la Russie ou la Turquie ou la Hongrie. Pourquoi ces hommes forts, comme on les appelle, sont quand même populaires. C'est-à-dire que Xi Jinping, il y aurait des élections libres en Chine, il serait élu. Poutine n'a pas besoin de manipuler les élections pour les gagner, il les gagnerait vraisemblablement. Erdogan gagne des élections et Orban va sans doute les gagner dans quelques semaines. Donc on est dans une situation où effectivement on a ce mystère chinois aujourd'hui, où un système autoritaire, voire totalitaire, réussit économiquement. Et réussit surtout à sortir des centaines de millions de personnes de la misère. Et c'est là qu'il y a une nouveauté, je dirais presque en sciences politiques. C'est-à-dire qu'autrefois, un régime autoritaire ou totalitaire était inefficace économiquement. Aujourd'hui, on a le mélange des deux. C'est ça qui les rend redoutablement forts. Jean-Sébastien. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a un biais occidental qui consiste à croire que parfois le bien se bat contre le mal et qu'à la fin c'est le bien qui gagne, et ça tombe bien parce que le bien c'est nous. Mais il y a des régimes autoritaires qui, Hitler a obtenu des résultats économiques. Je ne parle pas de la guerre en tant que telle, Mussolini aussi, l'assèchement des marais, la construction des autoroutes, ça n'a rien de très nouveau que des régimes autoritaires parviennent à obtenir des résultats économiques. Quand même. Le mystère, il n'est pas tellement que ça se passe comme ça chez eux. Le mystère est pourquoi la démocratie libérale, dont on considère à la chute de l'Empire soviétique que finalement elle avait l'avenir devant elle et qu'elle avait vocation à s'exporter partout, pourquoi elle est en pleine crise existentielle? Parce qu'on avait fait une enquête sur Atlantico il y a maintenant 2 ans, on l'a refaite d'ailleurs à la rentrée dernière, il y a quand même en France plus de 40% des gens qui sont en faveur d'un régime autoritaire, quitte à accepter une réduction des libertés publiques. Et 75% qui répondaient il y a 2 ans, c'est un peu moins maintenant parce qu'ils ont élu Emmanuel Macron, les Français ont élu Emmanuel Macron, donc peut-être qu'ils voient ce que ça produit, qui étaient en faveur d'un régime de technocrates, d'experts non élus. Je pense que le
mystère. Il n'y a pas de mystère, c'est qu'avant, on avait des visions du monde, où le XXe siècle s'était en tout cas construit, ou même depuis peut-être les Lumières, c'était construit sur une idée de progrès de l'histoire. On savait où on allait. Là, maintenant, l'histoire, elle est confuse. Les gens on peut toujours parler de démocratie participative, vous êtes d'accord avec ça, etc. Non, il y a une vraie demande, à l'inverse, d'éclairage. Les gens attendent que d'en haut, on leur indique ce que sera l'avenir. Tania ? Juste, je voulais dire que selon les classiques études économiques, et que les dictateurs, oui, arrivent à démarrer l'économie, à reparer, et le cas de Troisième Reich, c'était le cas, mais on arrive à un certain niveau après lequel il faut donner de liberté pour que l'économie développe. Comprenez-moi bien, je ne défends pas le principe, je me contentais de décrire ce qu'on fait. Non, je veux dire, c'est vrai pour la Chine et pour la Russie, pour tous ces pays, que oui, ils arrivent à avoir un certain niveau, et après, il faut avoir de la démocratie, au moins dans le monde économique, dans le monde d'affaires. Par contre, la Chine, c'est vrai, c'est assez exceptionnel. C'est l'antimodèle, parce que toute les analystes depuis les années 80 estimaient que le développement économique de la Chine, la montée de la classe moyenne, finirait par entraîner une libéralisation économique. Et c'était pas totalement faux. Moi, quand j'ai vécu en Chine au début des années 2000, il y a eu le début de la création d'une société civile, des avocats, des journalistes, des associations environnementales, etc. Xi Jinping a mis un coup d'arrêt à ça. On est dans la régression par rapport à ces libertés. Et surtout, Xi Jinping a rétabli une chose qui était en train d'évoluer, c'est qu'il a remis le leadership du parti, surtout. Alors que Hu Jintao était en train d'évoluer vers une séparation du parti et de l'État sur un certain nombre de sujets. On envisageait même, il y a 10 ans en Chine, on parlait publiquement, il y avait des débats sur la séparation de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, c'est fini. Je rebondis, pardonnez-moi, sur ce que vous dites, parce que l'amendement adopté donc, cette semaine permet à Xi Jinping de rester président à vie, mais il fait également entrer la pensée de Xi Jinping dans la Constitution, tout comme le rôle dirigeant du Parti communiste chinois dans l'article 1er. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui va changer en Chine ? Ce qui change, c'est que vous avez une concentration absolue du pouvoir et surtout la prééminence du parti sur l'État. Et ça, c'était quelque chose qui était en train d'évoluer en Chine. Et qui, aujourd'hui, on est revenu au dogme. Le dogme du Parti communiste, qui est son rôle dirigeant sur tout, sur les affaires du parti, mais aussi sur les affaires de l'État et sur l'économie. Parce que l'une des grandes illusions qu'on a pu avoir sur la Chine, c'est la montée du secteur privé. Or, aujourd'hui, le secteur privé, qui est très important en Chine, il est totalement soumis à l'autorité politique du parti. Mais précisément, je pense que la mission, il y a deux objectifs à la présidence de Xi Jinping. Je ne suis pas sûr, finalement, rien n'est jamais écrit dans l'histoire, mais c'est assez logique. Ce qui s'est passé, Deng Xiaoping voulait libéraliser l'économie chinoise, pas parce qu'il souhaitait se débarrasser de la vision communiste, mais tout simplement parce qu'il considérait que c'était le seul moyen que la Chine restaure sa puissance. Et là, maintenant, c'est exactement le même enjeu. C'est-à-dire que oui, ils ont libéralisé, ou en tout cas développé l'économie selon des principes plus capitalistes que communistes, mais au passage, ils ont récupéré une corruption monumentale, et Xi Jinping a construit son pouvoir quand même là-dessus aussi, sur la lutte contre la corruption, ou en tout cas contre tous les réseaux qui n'étaient pas les siens. Et deuxième chose, sur l'endettement phénoménal des entreprises chinoises. C'est-à-dire que là, de toute façon, la Chine avait un besoin absolu à ce qu'une forme de pouvoir central reprenne les choses en main pour éviter l'implosion du système en quelque sorte. Donc c'est toujours, je pense qu'il y a une volonté de puissance, c'est un empire qui essaye de se reconstruire, et ça passe effectivement par des hommes forts. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre ? Oui, et je pense que le parallèle est plus fort avec la tradition impériale chinoise qu'avec Mao. On fait souvent le parallèle entre Xi Jinping et Mao Tse-tung. C'est la nouvelle dynastie chinoise. Et en fait, le vrai parallèle, il est avec la forme impériale. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on en a moins parlé, mais hier, l'Assemblée populaire a voté aussi la nomination du vice-président, qui est Wang Qishan. Wang Qishan, c'était l'homme de la lutte anticorruption, qui est parti à la retraite du bureau politique au dernier congrès en octobre dernier, et qui revient, malgré la limite d'âge, comme vice-président, et qui sera le bras droit, c'est l'homme de confiance de Xi Jinping. Donc on a cette extrême concentration du pouvoir entre deux hommes qui ont le pouvoir absolu aujourd'hui, qui sont... une dérive totalitaire.
qui sont... je pense que le mot totalitaire, dans son sens premier, s'applique aujourd'hui à la Chine, ce qui ne veut pas dire qu'on revient à la pratique de l'époque de Mao, mais je pense qu'il n'y a pas de place aujourd'hui, ni pour la société civile, ni pour le débat public dans la Chine. Il n'y a pas de contre-pouvoir possible aujourd'hui en Chine. Et il y a toujours eu quand même les camps, enfin les fameux camps, ils n'ont jamais cessé d'exister en Chine. Donc la menace, de toute façon, elle n'a jamais cessé d'exister. Ça n'est pas une démocratie, ça n'a jamais été. Tania, vous vouliez intervenir? Non, c'est juste ce que je suis tout à fait d'accord de mes voyages en Chine où j'ai vu beaucoup de gens très simples. Je crois que ce que le pouvoir fait très bien en dehors des intellectuels, ou peut-être il y a beaucoup de critiques, c'est qu'on a une possibilité de gagner de l'argent, et ça c'est surtout il y a quelques années, mais on a cette possibilité à la condition qu'on ne se mêle pas de la politique. Oui. Et ça c'est très vrai aussi pour la Russie. Parce que votre énergie, vous savez, les jeunes, quand vous êtes jeune, vous voulez faire une carrière, vous voulez faire votre vie, on vous dit oui, fais-le, mais dans le domaine économique. Et ne touche pas à la politique et tu vas tout... C'est le contrat social actuel. Oui, tu peux t'enrichir, mais tu ne touches pas au pouvoir. Voilà. Xi Jinping se voit donc octroyer un pouvoir illimité. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Pour deux objectifs. Le premier, c'est le développement économique de la Chine, donc poursuivre ce qui a été fait et amener la Chine à une période de prospérité, passer d'abord par la petite prospérité, comme il dit, puis la prospérité. Et le deuxième, c'est la puissance chinoise dans le monde. Et on a aujourd'hui un président qui a les pouvoirs intérieurs colossaux et une vraie stratégie à l'échelle internationale. On a beaucoup parlé de ces nouvelles routes de la soie qui sont déployées à coût de dizaines de milliards de dollars par les grandes entreprises chinoises aujourd'hui. C'est la stratégie d'influence chinoise aujourd'hui. Et clairement, l'objectif chinois, c'est de devenir la première puissance mondiale. 2049, centenaire de la République populaire. C'est l'objectif ? C'est l'objectif, évidemment. La Chine, première puissance mondiale en 2049, c'est réaliste ? Oui, je pense que ça l'est. Enfin, il y a une espèce de réalité démographique. Ça ne veut pas dire, après, si vous le ramenez à la richesse par habitant ou au niveau de développement réel du pays, qu'ils seront au même niveau que les États-Unis, notamment. C'est une espèce d'effet de masse, tout simplement. C'est un objectif qui est finalement très politique, parce que ça s'inscrit sur un chemin qui sera beaucoup plus long. La Chine a quand même encore beaucoup de problèmes, et la répression est devenue plus forte aussi. Pour les gens, vous savez, qui viennent des campagnes et qui s'installent dans les villes, il faut des permis à une période, on regardait un peu moins. Là, à nouveau, il y a un contrôle très fort. La question qui se pose maintenant à la Chine, c'est est-ce qu'ils ont sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté ? Effectivement, ils ont construit Shenzhen, à côté de Hong Kong, des villes qui n'étaient rien il y a 50 ans, où maintenant il y a 11 millions d'habitants et un PIB, rien que pour cette ville-là, qui dépasse celui de beaucoup d'États dans le monde. Il reste quand même encore des dizaines et même des centaines de millions de personnes qui vivent dans la pauvreté absolue en Chine. Et la question sera, ceux-là pourront-ils les sortir ? Et il y a besoin d'un régime autoritaire, d'ailleurs, pour faire coexister dans une même société des gens qui sont très riches ou qui vivent sur un mode de vie qui matériellement s'approche de celui des Occidentaux, et puis ceux qui sont très loin derrière, parce que dans toute démocratie plus classique, vous regardez déjà rien que la thématique des inégalités en Europe, en France, où ça n'a strictement rien à voir en termes d'ampleur, c'est déjà compliqué à gérer politiquement. Quand c'est dans cette proportion-là, forcément qu'une démocratie classique ne peut pas y faire face. Je crois que quand la Chine dit qu'elle veut devenir la première puissance mondiale, c'est aussi en termes d'influence dans le monde, c'est pas simplement en termes de PIB. Et au 19e congrès en octobre dernier, dans le discours de Xi Jinping, pour la première fois, il a érigé la Chine en modèle. C'est-à-dire en disant, voilà, nous pouvons servir d'exemple à un certain nombre de pays. Et dans le monde en développement, il est clair que ça a un impact aujourd'hui. Un capitalisme autoritaire qui permet de sortir les gens de la pauvreté, et ça séduit. Je pense en plus que historiquement, la Chine qui avait connu une éclipse, parce qu'on a eu l'impression que la Chine était un pays pauvre, parce qu'on a la mémoire finalement assez courte, ça a toujours été la première puissance au monde jusqu'au 18e ou au 19e siècle, et au 20e siècle. Je pense qu'ils ont compris que leur manque d'intérêt
intérêt pour l'étranger et cette fameuse épisode où ils avaient coulé la flotte chinoise en décidant de finalement se concentrer sur eux et de ne pas s'intéresser au reste du monde, ils ont compris au cours du XXe siècle que dans l'intervalle, il y en avait eu d'autres à côté et que l'Amérique ou l'Europe, c'était finalement pas si loin que soi et qu'il fallait donc être absolument, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans la civilisation même chinoise. C'est-à-dire, il reste la même chose pour eux-mêmes. Ils ont compris que pour ne pas connaître à nouveau une éclipse, il fallait qu'ils changent leur vision du reste du monde et que précisément, ils s'inscrivent dans une volonté plus impérialiste aussi. Bon, moi, je pense que c'est, contrairement, disons, à la Russie qui avait des ambitions idéologiques, etc., je pense que pour la Chine, c'est beaucoup plus économique. Et du coup, par exemple, même, moi, je le vois pas mal, je l'ai vu beaucoup en Iran d'ailleurs, leur volonté de maintenant s'imposer sur la scène internationale, c'est avant tout pour protéger leurs intérêts économiques. Et donc, du coup, c'est complètement une autre réflexion, c'est un autre enjeu et c'est une autre façon de procéder aussi. Et donc, je pense qu'on ne l'analyse pas suffisamment fort, je veux dire, le grand public. Et question pour conclure avec vous, Pierre, est-ce qu'on l'analyse juste, vu d'Europe, vu des États-Unis? Autrement dit, est-ce qu'on connaît bien la mentalité chinoise et est-ce que c'est un handicap peut-être de ne pas la comprendre? Je pense qu'on ne comprend pas totalement ce qui est en train de se passer parce qu'on a des grilles de lecture qui sont dépassées et en particulier, je pense qu'on a sous-estimé totalement à chaque étape la Chine. On l'a sous-estimé dans les années 90 et 2000 en pensant que la Chine allait se contenter des délocalisations et des t-shirts à 1 euro. Et on la sous-estime aujourd'hui encore dans ses objectifs à l'échelle mondiale. Deux grands pays, la Russie, la Chine dont on vient de parler. On va maintenant retrouver Hakim Ali Saïd. Bonjour, je vois que vous êtes avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous depuis Mamoudzou. Vous êtes journaliste à Mayotte la Première, radio généraliste de proximité du groupe France Télévisions. Bonjour à vous. Avec vous, on va parler de la colère contre l'insécurité et l'immigration clandestine qui bloque Mayotte depuis plusieurs semaines. Voici d'abord un rappel avec Laure de Matos. La contestation sociale est récurrente dans cette île de l'océan Indien, qui est aussi le 101e département français. La population se plaint de l'insécurité. Viser les clandestins originaires de l'État voisin et pauvre des Comores. Plus de 100 000 Comoriens vivent à Mayotte, presque un habitant sur 2. Beaucoup sont arrivés pour fuir la misère à bord de ces bateaux de pêche, les Kwassa Kwassa, qui avaient fait l'objet d'une blague douteuse du président Macron en juin dernier. Le Kwassa Kwassa pêche peu. Il amène du Comorien. C'est différent. La traversée entre les deux îles est dangereuse. Des milliers de personnes sont mortes en mer ces 20 dernières années. Beaucoup d'entre elles espéraient retrouver de la famille à l'arrivée, car pour les Comoriens, Mayotte n'est pas française, mais bien comorienne. L'archipel comprend 4 îles, Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte. De la fin du 19e siècle à 1975, elles sont toutes sous le contrôle de Paris. En décembre 1974, la France coloniale y organise un référendum d'indépendance. La majorité des électeurs votent pour, sauf Mayotte qui choisit de rester française. Paris décide donc de garder l'île dans son giron. Une décision condamnée à maintes reprises par l'Assemblée générale des Nations unies et toujours contestée par les autorités comoriennes aujourd'hui. Mayotte, c'est une île comorienne. Il n'est pas question d'empêcher les Comoriens d'aller à Mayotte. C'est leur île. C'est leur île seule et il faut qu'ils aillent. Ce mercredi, le gouvernement comorien a une nouvelle fois dénoncé la stigmatisation des Comoriens dans la lecture du mouvement social à Mayotte. Hakim, vous êtes avec nous depuis Mamoudzou. La contestation est récurrente à Mayotte. On a pourtant l'impression cette fois qu'elle est plus forte et qu'elle va durer plus longtemps. Est-ce que c'est le cas ? Elle est plus forte parce que les structures mahoraises, notamment les structures au niveau de l'administration, ne sont plus en état pour accueillir toutes les demandes de la population de cette île. Si on ne prend que l'exemple de l'école, ici, une salle de classe sert à 2 groupes d'élèves. Il y a un groupe qui vient pour l'école le matin et un deuxième groupe l'après-midi. Si on parle de l'hôpital qui abrite la plus grande maternité de France, 10 000 naissances annuelles, pour répondre à cette demande d'instruction dans les années à venir, il faudrait pratiquement ici construire une salle de classe par jour. Et pendant ce temps-là, les investissements publics, les investissements de l'État pour construire Mayotte ne suivent pas. Et tout ce qui s'est passé dans le monde arabe ces dernières années ont fait que Mayotte est devenue également une route vers l'Europe
Il suffit à ces populations du nord de l'Afrique de descendre par Mayotte avant d'éventuellement de trouver un terrain, un chemin pour arriver vers l'Occident. Et donc la pression migratoire est énorme ici, à un tel point que l'État n'arrive plus à suivre le rythme des infrastructures à construire ici. L'État a failli à Mayotte. On a l'impression parfois que les Mahorais se sentent comme des Français de seconde zone. C'est un discours qui est entendu. Est-ce que l'État a failli ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la ministre des Outre-mer qui l'a dit mercredi dernier lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Annick Girardin a parlé de la souffrance de Mayotte. Elle a surtout parlé de la défaillance de l'État, tout gouvernement confondu, de toute tendance, de tout bord politique. L'État n'a jamais pris la mesure du développement et des attentes de la population de Mayotte, d'où cette situation criante que nous vivons aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, l'île est encore bloquée et paralysée par 11 barrages. Des Mahorais attendent des réponses concrètes de l'État pour le développement de leur île. Hakim, vous restez avec nous, vous intervenez évidemment quand vous voulez. Pierre, une île aux confins de la République, oubliée de Paris, est-ce que ça décrit bien la réalité de Mayotte ? Le problème, c'est le non-dit, la toile de fond de toute cette crise. C'est-à-dire les rapports entre les 3 îles des Comores indépendantes et Mayotte. Et on a cette coexistence géographique, historique d'abord, mais géographique aujourd'hui, entre un des États les plus pauvres du monde, que sont les Comores, et cette île qui a été détachée par volonté française après les résultats du référendum de 1974 par la France, pour des raisons stratégiques, parce que la France voulait garder cet ancrage dans le sud de l'océan Indien. Et tant que coexisteront ces deux mondes, l'un qui est le mirage du département français et l'autre la misère d'un pays sans grandes ressources, on peut rajouter des centaines de millions d'euros, des gendarmes, etc. On ne résoudra pas le problème. Donc c'est une situation absolument inextricable. Et la manière dont, en plus, la France s'est comportée avec les Comores pendant ces décennies, souvenons-nous de Bob Denard et des mercenaires, ne prête pas à donner un grand sérieux à la manière dont toute cette affaire a été gérée. Mais aujourd'hui, je pense que parler uniquement de Mayotte en termes de subventions aux hôpitaux, aux écoles ou à la sécurité, c'est totalement irréaliste dans le contexte dans lequel ça se joue. Jean-Sébastien ? Oui, je pense que c'est effectivement irréaliste. Après, quand j'écoute Pierre, je me dis qu'il y a 2 solutions. Soit on renonce à ce que Mayotte soit française et on rend les clés aux Comores, soit on envahit le reste des Comores pour supprimer le différentiel. Ou on aide au développement des Comores. Oui, effectivement, mais enfin les perspectives. Je n'ai pas l'impression malgré tout que les Mahorais aient comme revendication, eux, un retour aux Comores, ni même comme revendication qu'on ouvre les portes ou les rivages de l'île, parce qu'au contraire, ils se plaignent, ce ne sont pas des Français venus de métropole qui se plaignent de l'arrivée de migrants qui traversent les détroits. Ce sont les Mahorais eux-mêmes, donc je pense qu'il faut quand même l'entendre. Eux, ils ont fait un choix qui est celui de la France. Alors après, peut-être que c'est un mirage aux alouettes, mais quand même, je pense qu'ils en bénéficient. Et effectivement, il n'y a pas tellement d'autres solutions, d'une certaine manière, que la manière forte. À un moment, c'est soit on accepte que c'est comme ça... C'est quoi la manière forte, pardon ? Non, mais je ne la défends pas. Je vous dis juste, c'est la logique des choses. La manière forte, c'est de dire, vous dissuadez tellement les gens de venir, parce que quand ils arrivent, ça va être extrêmement désagréable pour eux, ou vous mettez suffisamment de bateaux sur les choses. Voilà. Après, je ne vous dis pas que c'est en soi souhaitable. Rappelons quand même juste que j'étais d'accord avec ce que vous disiez. Rappelons quand même qu'au niveau international, rappelons qu'au niveau international, la séparation de Mayotte du reste des Comores est toujours considérée comme illégale par les Nations Unies. Donc mettre un blocus naval en plus entre les Comores et Mayotte. Je disais juste, si on veut que la situation cesse, c'est la seule solution. On va retourner à Mayotte puisque Hakim, vous vouliez intervenir, on vous écoute. Oui, c'est au sujet de l'idée de rendre les clés de Mayotte à l'Union des Comores. C'est peut-être une solution, mais ça serait sans doute la pire des solutions, parce que l'Union des Comores fait partie des pays les plus pauvres aujourd'hui au monde. Ne serait-ce que quand on prend les recommandations du Fonds monétaire international qui disent que les Comores ne doivent plus embaucher des fonctionnaires. Si demain matin, lundi matin, la France quitte Mayotte, il faudrait des gendarmes à Mayotte, il faudrait des douaniers à Mayotte, il faudrait la police à Mayotte pour assurer ne serait-ce qu'un minimum de sécurité.
L'Union des Comores n'a pas les moyens de répondre à cette demande. Quel fonctionnaire, quel gendarme serait là pour assurer la sécurité? On basculerait tout de suite dans le chaos, compte tenu en plus des rivalités entre la population de Mayotte et la population du reste de l'archipel. Donc ça serait, à mon avis, la pire des solutions, même si aujourd'hui les autorités comoriennes répètent chaque année à la tribune des Nations Unies que Mayotte doit rentrer dans le giron comorien pour discuter, pour avoir discuté avec eux et pour discuter avec eux tous les jours. Ce sont des hommes politiques qu'on rencontre pratiquement chaque semaine dans l'archipel, mais ils sont pleinement conscients qu'ils n'ont pas les moyens d'accueillir l'île de Mayotte aujourd'hui. Preuve en est que si aujourd'hui on refaisait le référendum de 1974 dans les 3 îles de l'Union des Comores avec la question voulez-vous rester indépendant ou voulez-vous revenir dans le giron comorien, ne serait uniquement la question posée aux 3 autres îles, il y a fort à parier que la majorité de la population comorienne voterait pour un retour avec la France. Tout ça dû à l'échec économique, à l'échec social de l'Union des Comores. Donc la solution de rendre les clés au président Azali serait la pire des solutions. On arriverait tout de suite à un Rwanda. Et dans cette situation, il y a une forte pression migratoire de Comoriens qui arrivent à Mayotte. Les Mahorais qui sont en colère en ce moment font un lien entre l'insécurité et cette immigration. Est-ce que c'est en effet le cas? Est-ce qu'il y a des chiffres qui appuient ces dires? C'est très très complexe. Il se trouve que autant dans la population qui se trouve aujourd'hui dans la prison de Majicavo, la seule prison de Mayotte, quand on compte en nationalité, nombreux ce sont qui arrivent des îles voisines, mais il y a également des enfants natifs de Mayotte. Le problème de Mayotte avec cette histoire d'insécurité, c'est que des rapports parlementaires le disent. On a laissé faire durant des années des enfants qui sont nés ici, parfois de pères mahorais ou de mères mahoraises, avec des couples mixtes venus des autres îles. Et ces enfants se sont retrouvés sans encadrement, sans parents pratiquement, livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils ont 14 ans, 15 ans, 18 ans. Et ce sont eux qui sont les principaux acteurs, sans les montrer du doigt, ce sont eux qui sont les principaux acteurs de cette délinquance juvénile qui explose dans cette île. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre cette violence et l'immigration clandestine, même si on sait que des Mahorais aussi se rendent aussi coupables d'actes de violence et de délinquance. Hakim, vous restez avec nous. Pierre, vous voulez réagir? Le grand paradoxe de ce que décrit Hakim, c'est que finalement, quand on dit la France a oublié Mayotte, mais vu du reste de l'archipel des Comores, ça reste un statut enviable. Et on est là dans tout le paradoxe des questions de développement, des questions aussi identitaires, parce que quelle est la différence entre les Mahorais et le reste des Comores? C'est simplement le papier d'identité. Ce sont des gens il y a eu des brassages pendant des décennies puisque c'était la même entité. Donc on a cette complexité-là qui est peu présente dans le débat, parce qu'on peut dire effectivement la France a oublié les Comores, les Mayotte, ce département, le SMIC est 60% inférieur à celui de la métropole, les classes, etc. Mais la question est quand même beaucoup plus complexe et je ne vois pas comment on va la régler, ni à coup de budget supplémentaire, ni à coup de gendarmes supplémentaires, parce que la toile de fond, elle, ne sera pas réglée. Alors il y a un point qui cristallise en fait toute la question, c'est celle de l'hôpital que vous évoquiez tout à l'heure, Hakim. Le gouvernement réfléchit à un statut d'extraterritorialité pour cet hôpital. La maternité, on le disait, est la première de France, 10 000 naissances à peu près, 70% des femmes qui accouchent sont clandestines. L'objectif est donc d'enrayer la multiplication de naissances d'enfants de mères venues des Comores voisines. Le droit du sol, c'est un des piliers de la République française. Est-ce qu'il y a là une occasion de le remettre en cause ? En tout cas, je pense que Mayotte met la France, qui est plus ou moins dans le même état que le reste de l'Occident, au pied de ces contradictions. C'est-à-dire, on a cru que notre prétention à l'universalité pouvait se distinguer de nos intérêts nationaux, de nos intérêts en tant que groupe face à d'autres groupes qui existent dans le monde. Donc oui, la question du droit du sol, elle se pose. Ça va totalement à l'encontre de notre modèle intellectuel et de notre prétention à être une forme de bien. Mais d'un autre côté, on n'a pas les moyens ni l'envie
envie, j'ai l'impression, quand on regarde la moyenne de l'opinion publique, que ce soit, comme vous le disiez, auprès des Mahorais ou auprès du reste des Français, de se lancer dans de grandes opérations de générosité, tout simplement parce qu'en plus, nous n'avons même plus confiance dans notre propre avenir et donc dans notre puissance. Donc je pense qu'il va falloir que l'Occident se pose ces questions extrêmement désagréables, de se demander qui sommes-nous vraiment et la puissance qu'on a, à quoi est-ce qu'on veut réellement la consacrer? Est-ce qu'on assume une part d'égoïsme ou est-ce qu'on va au bout de la logique de effectivement vouloir être l'incarnation du bien dans le monde, parce qu'il demande un certain nombre d'efforts, y compris financiers. Pierre Darmot, et on passera auprès de Hakim. Soyons un peu plus modestes. Je ne pense pas que la France a gardé Mayotte pour faire le bien dans le monde. Elle a gardé Mayotte. Mais c'est pas ce que je vous disais. Elle a gardé Mayotte parce que la Marine nationale voulait un point d'ancrage dans le sud de l'océan Indien. En termes de modèle, et que le monde a changé depuis, c'était la guerre froide. Mais je suis absolument d'accord avec ça. Je vous dis juste que nos schémas mentaux, nos représentations mentales nous sommes l'universel, sauf que dans la vraie vie, précisément, déjà on ne l'a jamais été, parce que vous le disiez, la décision elle n'a pas été prise pour des raisons qui avaient à voir avec le bien-être des Mahorais, mais on devra résoudre. On n'en a pas les moyens. Alors Tania Darmot, vous vouliez intervenir et on conclura avec Hakim. Non, c'est juste que je voulais dire que d'une part, si on dit que Mayotte fait partie de ce pays-là, donc de l'Europe, donc il y a une grande discussion suite à d'autres problèmes de migration sur comment l'Europe gère ce problème. Et d'autre part, si vous voulez, le droit de sol d'ailleurs, tant que je connais, c'est pas tout de suite. Il faut passer 13 ans en France pour avoir le droit à la nationalité. Alors c'est pas tout à fait ça par rapport au droit du sol, mais terminé. Oui, mais ça c'est ce que nous on a vécu au moins. Et d'autre part, je me suis dit ce qui est vrai, qu'il faut poser cette question dans toute la complexité et ne pas se dire est-ce que c'est français, pas français. C'est la situation, elle est comme elle est. Et donc, et comme d'ailleurs dans d'autres pays en Europe, d'ailleurs, c'est pas Mayotte n'est pas exceptionnel. Et donc, du coup, la seule chose que je pense que, vu la situation, il faut avoir un débat, il faut avoir la solution maintenant, parce que plus on attend, moins facile ça va être. Et on va retourner à Mayotte avec Hakim. C'est un débat qui doit avoir lieu, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il a commencé à avoir lieu à Mayotte sur cette question du droit du sol autour de cette maternité? Exactement, et c'est là qu'on retrouve aussi le paradoxe de nombreux d'élus de cette île qui veulent à la fois être pleinement français, avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'en France, mais avoir aussi des lois d'exception pour leur territoire. Personnellement, je ne suis pas convaincu que si on enlève le droit du sol à Mayotte, ça réglera le problème. Parce que les femmes qui viennent à Mayotte pour accoucher ne viennent pas uniquement pour que leur enfant obtienne plus tard la nationalité française. Les hommes qui quittent l'Union des Comores pour venir à Mayotte ne viennent pas uniquement pour la nationalité française, ils viennent également pour une école pour l'enfant, ils viennent également pour la santé, parce que de l'autre côté du bras de mer, c'est l'échec total. L'Union des Comores, on l'a dit en début d'émission, fait partie des pays les plus pauvres du monde. Alors quand vous avez votre enfant dans votre village de la Grande Comore ou d'Anjouan avec pas de perspective d'avenir et que vous savez qu'au bout de 70 km de navigation, il y a peut-être une école pour votre enfant, mettez-vous à la place des parents. Ils iront. Alors même si la possibilité d'avoir la nationalité française est enlevée, il y aura toujours du monde qui viendra à Mayotte. Moi, je pense que la solution, c'est de relever le niveau économique, le niveau social de l'Union des Comores. Tant qu'il y aura la misère en Union des Comores, il y aura des problèmes à Mayotte. C'est aussi simple que cela pour moi. Merci Hakim pour votre analyse depuis Mayotte. Un grand merci et bon dimanche soir à vous. À très bientôt. On va conclure cette émission comme toujours avec Dilem, notre ami Dilem, sa semaine, ses dessins. On va voir ce qu'il nous réserve aujourd'hui. Alors il revient évidemment, on en parlait tout à l'heure, sur la présidentielle en Russie, le règne sans partage de Vladimir Poutine. Il a complètement muselé l'opposition, explique ses potentiels opposants, le visage caché par des masques à gaz. Les Russes votent aujourd'hui pour donner un 4e mandat de président à Vladimir Poutine aux affaires depuis 18 ans. C'est donc devenu pour la population Vladimir Routine. 4e mandat aussi pour la chancelière allemande qui a enfin prêté serment cette semaine après des mois de blocage politique en Allemagne. Regardez bien la main d'Angela Merkel. 4 doigts, 4 mandats. La chancelière a rapidement retrouvé son homologue français pour faire redémarrer l'Union européenne. Il y a qui au volant, lui demande Angela Merkel. Aïe, lui répond Emmanuel Macron, après avoir poussé une voiture européenne sans conducteur. Enfin, aux États-Unis, le président Trump a limogé son chef de la diplomatie. Ouais, je suis viré, exulte un Rex Tillerson fou de joie de quitter ainsi l'administration Trump.
On se quitte, nous aussi, mais pas dans la joie, mais pour d'autres raisons. Merci beaucoup d'être venu en plateau commenter l'actualité. Merci à vous qui nous regardez fidèlement aux 4 coins de la planète. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain.